Alors, je vais vous parler d'abord un peu de mon roman familial, Homélie à Montmartre, qui m'a fait, qui m'a fait découvrir mes ascendances juives que je connaissais, mais auxquelles je n'avais jamais apporté le moindre intérêt avant, il y a disons, une bonne dizaine d'années. Je vous parlerai ensuite de mon ascendance paternelle semi-séfarade, un certain Moïse Béard. Hein. J'ai aussi une ascendance partiellement séfarade du côté de mon père, catholique, élevé catholique. Donc, je vous parlerai ensuite de l'ascendance de ma mère, Marie-Rose Lévy, en remontant jusqu'à mon ancêtre Gluck-Lamel, on en parlera tout à l'heure. Ensuite, je ferai un retour au XXe siècle avec mon grand-père Paul Lévy, historien et linguiste renommé, sur lesquels j'ai écrit un article et d'autres choses. Ensuite, l'ascendance maternelle de mon grand-père Paul Lévy à Scharerbergheim, c'est à 20 km de Strasbourg. Et je parlerai un peu d'un article que j'ai écrit à ce sujet dans Généalogie. Je parlerai ensuite de l'ascendance de la femme, de l'épouse de Paul Lévy, Élise Veil, à Bouxwiller, et aussi de son ascendance Cannes, Bisbruck et Sarreguemines. Et je terminerai avec quelques mots sur la rencontre de mes parents, Marie-Rose Lévy et Lucien Gaspard. J'ai écrit un article aussi sur le sujet dans Généalogie. J'en parlerai très brièvement à la fin. Voilà, je commence donc par mon roman familial. Un jour de 2010, des amis d'enfance, qui étaient la fille d'un grand ami de résistance de mes parents, ont découvert, après la mort de leur père, un échange de correspondance entre mes parents et leur père, entre 1941 et 1943, en gros, qui me révélait à la fois l'histoire de la rencontre de mes parents, c'était des lettres manuscrites, des lettres d'eux, et avec des caractères zones, qui racontaient l'histoire de leur rencontre. Vous les voyez sur le volume de droite, mes parents, Lucien Gaspard, Marie-Rose Lévy. J'ai découvert, donc je me suis mis à explorer les archives familiales que j'avais dans des tiroirs de la bibliothèque de Paul Lévy, une énorme quantité d'archives remontant à l'époque du Second Empire. Je me suis mis à explorer tout ça et ça a amené finalement à écrire toute une histoire de ma famille depuis la fin du Second Empire. Dans le premier volume jusqu'en 1936 et le volume de droite depuis 1936. Tout ça a été publié aux éditions L'Harmattan en 2017 avec une préface d'Annette Wiewiórka, c'est pas la peine de la présenter ici, et une seconde préface de Georges Loinger, qui a été pendant et Katia Zan, qui était l'archiviste et historienne de Lozé. Lozé a joué un rôle très important dans la cage des enfants juifs pendant l'occupation allemande. Georges Loinger était à cette époque-là l'un des chefs de la résistance juive, aux côtés de Joseph Veil, on parlera de lui tout à l'heure. Et Georges Loinger, âgé de 107 ans, m'a dicté sa préface du second volume, avant de nous quitter, hélas. Enfin, c'était il y a 5 ans à peu près, il avait 108 ans, je crois, quand il nous a quittés. Voilà pour cette histoire familiale. Euh, cette histoire intitulée Homélie à Montmartre, c'est un titre d'emprunt, parce que Roger Icor a eu le prix Goncourt en 1955 pour son roman Les Homélés. Roger Icor était à cette époque-là, en 55, professeur au lycée Jacques Decour. Il était collègue et ami de mon grand-père Paul Lévy, qui avait retrouvé son poste de professeur après l'occupation allemande. Et ce livre raconte l'histoire de l'auteur, qui est un petit peu l'histoire de Marie-Rose et Lucien. C'est l'histoire d'un fils d'immigrés russes ou polonais, je ne sais plus très bien, qui s'est marié avec la fille d'un agriculteur des bords de la Seine, pas loin de Paris. Et vous voyez la dédicace de Roger Icor à mes parents pour monsieur et madame Lucien Gaspard, qui, je pense, se sentiront bien chez eux dans ce livre, cordial hommage. Et effectivement, en lisant ce livre, Les Homélés, que j'ai lu pendant que je préparais mon histoire familiale, je ne l'avais jamais lu avant, et bien j'ai retrouvé un peu l'histoire de mes parents, en inversant l'homme et la femme, bien sûr, et aussi j'ai retrouvé des personnages de l'entourage de Paul Lévy, caricaturés quelquefois dans le roman de Roger Icor. Voilà, donc c'était un titre qui, pour moi, s'imposait. Alors, je vais passer à l'ascendance paternelle. Mon ascendance paternelle semi-séfarade, c'est tout à fait une autre histoire qui remonte qui remonte à la belle époque, qui n'était pas une très belle époque parce que c'était l'époque de l'affaire Dreyfus. En 1895, Moïse Béard, juif turc, est pensionnaire à l'hôtel de Paris,
rue de Maubeuge, je vais en parler un peu, élève ingénieur à l'École nationale des ponts et chaussées, et il avait été interne au Collège Rollin, au pied de la butte Montmartre, de 1888 à 1893. Son professeur d'anglais s'appelait Stéphane Mallarmé, son professeur de philosophie s'appelait Henri Bergson. Il a rencontré, en s'installant pendant ses études à l'ENPC, Marthe Bégon, mon arrière-grand-mère. Elle avait 18 ans en 1895. Elle habitait l'hôtel de Paris, 37 rue de Maubeuge. Donc ses parents, donc plus exactement dont sa mère, était propriétaire depuis 1890. Voici l'hôtel de Paris, que vous voyez sur l'image, il existe toujours, vous pouvez le voir, 37 rue de Maubeuge, Paris 9e, c'est dans le milieu du quartier, dans le bas du quartier de Montmartre, disons. Moïse Béard, il a émigré en Argentine en 1900 parce que son histoire d'amour avec Marthe Bégon, mon arrière-grand-mère, a été brisée en 1898 par l'affaire Dreyfus. Moïse Béard, brillant élève, brillant diplômé de l'école des ponts, ne trouvait pas de travail parce que il était un juif turc, donc potentiellement espion des Allemands. Hein, c'était Dreyfus, c'était la personnification de Dreyfus, et d'autre part, malencontreusement, Marthe Bégon avait un père et deux frères qui étaient de violents antisémites, anti-Dreyfusards, qui ne voulaient pas d'un juif dans la famille. Voilà, et c'est comme cela que Moïse Béard de Guerlas a émigré en Argentine en 1900. On n'a pas eu pratiquement de nouvelles de lui. Je sais qu'il est mort en 1926 et j'espère avoir recours un jour à l'aide du groupe sur l'Empire ottoman, sur l'empire du groupe ottoman Balkan pour creuser un petit peu sur la suite de la vie de Moïse Béard jusqu'en 1926 en Argentine. Voilà. Alors maintenant, je reviens au vif du sujet, c'est-à-dire mon ascendance ashkénaze, de Marie-Rose Lévy à Bucalamel. Alors ici, vous voyez ici une ascendance, le début, c'est la moitié d'une ascendance, voilà l'autre moitié qui remonte jusqu'à Bucalamel, ici, né en 1646. Voilà la première partie qui remonte de mes parents, qui sont en bas, Marie-Rose Lévy, Lucien Gaspard, jusqu'à Lyon-Cannes. Je remercie ici mon vieil ami Guy Worms qui a réalisé cette ascendance il y a déjà maintenant au moins 7 ou 8 ans et qui m'a fait découvrir mon ascendance depuis Gluck-Lamel. Il m'a donné envie de connaître un petit peu cet ancêtre. Voilà donc la partie supérieure de l'ascendance qui remonte d'un Lion-Pan de Bliesbruck, le premier du nom, il y en a un second dont je vais parler tout à l'heure, jusqu'à Gluck-Hamel. Alors la belle nouvelle, voilà, voici. Alors Gluck-Hamel, qui était Gluck-Hamel? Voilà c'est un portrait qui n'est pas un vrai portrait puisque c'est le portrait de Berta Pappenheim qui a été sa première traductrice en allemand en 1910 et qui s'est fait elle-même faire un portrait dans le costume de Berta Pappenheim. Elle s'identifiait beaucoup à son ancêtre. Gluck-Hamel était une femme d'affaires de Hambourg au temps de Louis XIV. Elle a eu 14 enfants. Elle fut veuve à 44 ans, donc elle éleva seule ses enfants qui n'étaient pas encore mariés, qui étaient 7 ou 8, et en continuant à s'occuper des affaires de la famille. Elle était liée par mariage aux plus riches juifs de cour de l'époque, à Berlin, à Vienne, à Hanovre, à Bayreuth. Vous lirez ça en lisant ses mémoires, j'espère. Oui, parce qu'une parenthèse, la bonne nouvelle, une bonne nouvelle est que les éditions du CGJ au début de l'année, enfin en l'occurrence le comité d'administration a accepté de publier la traduction que j'ai faite depuis l'allemand, depuis la version de Pappenheim vers le français, avec l'aide de Françoise Lionpan, que je remercie aussi, elle nous écoute peut-être. Nous avons donc fait j'ai fait donc une traduction en allemand de l'ensemble des mémoires de Gluck Lamel, avec des notes et des illustrations qui doivent en principe être publiées cette année par les éditions du CGJ.
Je suis en contact bien sûr avec Joël Alouche là-dessus. On n'en a pas entendu parler tout à l'heure pendant l'Assemblée générale, mais j'espère que ce projet pourra venir à bout. Nous avons commencé à travailler sur les éléments, c'est-à-dire les premiers livres. Il y a 7 livres, 7 chapitres en réalité, et des préfaces. Nous avons beaucoup avancé là-dessus, et j'espère que nous allons avancer assez rapidement maintenant sur le reste dans les semaines et les mois qui viennent. Je reviens à Guckel-Hameln, remarié à Metz en 1700 avec un certain Hirsch-Lévy, banquier, ou Cerf-Lévy, qui a malheureusement fait faillite au bout de 3 ans, et sa vie donc s'est terminée un peu dans la misère, avec l'aide de sa fille, cependant. Et elle a écrit un livre de mémoire entre 1691 et 1719, qui est la première œuvre littéraire écrite en yiddish par une femme, donc qui a marqué l'histoire de la littérature yiddish. Ces mémoires ont été publiées, ont été redécouvertes à la fin du 19e siècle et publiées dans de nombreuses langues au XXe siècle. En particulier, elles ont été beaucoup étudiées en Allemagne, dans les collèges, dans les lycées et dans les universités. Après un voyage sur les traces de Guckel-Hameln en 2019 à Hambourg, bien sûr, mais aussi à Hanovre, et à Clèves, où s'est marié en 1660, non, pardon, 75, quelque chose comme ça, mon ancêtre, qui était sa première fille, Deborah Hameln. Donc, après ce voyage sur les traces de Gluckel, où j'ai rencontré des spécialistes de l'histoire locale, en particulier à Hambourg et à Hanovre, j'ai publié, c'était en 2020, un double article dans Généalogie. Vous voyez les couvertures, vous pouvez vous en reporter pour en savoir plus sur la vie de Guckel-Hameln. Je remercie au passage le comité de rédaction de Généalogie, qui l'année du Covid a réussi à tenir les délais pour la publication de ces 2 numéros. C'était pas facile parce qu'on ne pouvait plus se rencontrer du tout. Alors, la traduction que j'ai terminée avec l'aide de François Lyon-Camp devrait être éditée par le CGJ, j'espère, d'ici la fin de l'année. Ce sera la seconde édition française, après une édition Léon Poliakov qui date maintenant d'un demi-siècle. Oui, il y a une intervention de quelqu'un, non? Je continue. Je poursuis. Je retourne au XXe siècle avec mon grand-père Paul Lévy, historien et linguiste. Voilà son portrait. C'était l'année de son mariage, en 1920. Voilà un superbe dessin d'un ami artiste originaire de Zébach, qui était le village natal de Paul Lévy. C'est tout près de Wissembourg. Il s'appelait Jean-Paul Ritzmann. Et il chante l'Alsace en aquarelle. Il fait un travail remarquable. Et voici Élise Liliveil, ma grand-mère, aussi une photo en 1920, au moment de son mariage. Alors, quelques mots sur les études de Paul Lévy. Il avait été élève de l'école allemande à Wissembourg, le collège Stanislas, qui était réputé à l'époque. Il a commencé des études à l'université allemande de Strasbourg. Et il avait une grande partie de sa famille en France, où il allait très souvent passer ses vacances en particulier, et il a étudié à Paris pendant 2 ans, en 2007-2008, et mon grand-père Paul Lévy était un juif allemand au quartier latin, je dirais 60 ans avant Cohn-Bendit. Et à l'époque, c'était beaucoup plus difficile parce que l'affaire Dreyfus n'était pas encore tout à fait éteinte. Il y a eu des émeutes, en particulier en 2007, en 1907, pardon, au moment du transfert des cendres d'Émile Zola au Panthéon. Et donc, Paul Lévy était au milieu de toute cette ébullition au quartier latin en 2006-2007. Ses professeurs, celui qui l'a marqué le plus, c'était Ferdinand Bruno, le créateur de la linguistique historique à la Sorbonne. Une chaire a été créée pour lui un peu avant 1900. Paul Lévy suivait ses cours. Vous avez en haut et à droite une photo prise pendant les cours de Ferdinand Bruno. Je ne vois pas mon grand-père dessus, mais il aurait très bien pu y être. Ce Ferdinand Bruno avait créé des archives de la parole financées par la maison Pathé, avec les premiers matériels d'enregistrement sur disque, pardon, pas sur disque. Les disques sont venus ensuite. C'était à l'époque sur tambour. Et ces archives de la parole existent toujours, financées au départ par la maison Pathé, et elles ont été enrichies, etc. Vous pouvez les trouver sur Internet. Son professeur de littérature française, Émile Faguet, qui était un très grand spécialiste de l'histoire de la littérature française. Il a suivi les cours d'Émile Durkheim,
fondateur de la sociologie moderne, de Lucien Livy-Bruhl, fondateur de l'ethnologie moderne. Il a suivi les cours d'Henri Bergson au Collège de France en 1907, de philosophie moderne, ça s'appelait. Il faut préciser, et il a suivi également les cours de Victor Bach à l'époque. Victor Bach, qui était professeur de philosophie et d'esthétique, et qui est devenu dans les années 1930 président de la Ligue des droits de l'homme, négociateur des accords du Front populaire, et assassiné avec sa femme à plus de 80 ans par la milice de Vichy en 1944. Voilà. Et alors, il faut préciser qu'en 1907, tous ces professeurs, pratiquement tous les professeurs de Paul Lévy, étaient des fondateurs de la Ligue des droits de l'homme et avaient été des défenseurs très actifs autour d'Émile Zola et autour d'Émile Zola, de Dreyfus, pendant ces procès très célèbres. Un autre professeur qui a beaucoup marqué Paul Lévy, Charles Andler, qui était le créateur de la germanistique à la Sorbonne, qui a été le directeur de sa première publication en 1908, qui était la publication d'une traduction du mémoire de Nietzsche, que Charles Andler avait été récupéré en Allemagne auprès de la famille de Nietzsche. Ce Charles Andler, il faut le préciser, a été ensuite le fondateur en 1919 de l'Université de Strasbourg française, où Paul Lévy a retrouvé beaucoup de ses anciens amis parisiens. Et Paul Lévy se targuait, au-delà de sa modestie habituelle, d'être peut-être le seul Alsacien titulaire de 2 thèses, une de l'université française allemande avant 1914 et une de l'université française de Strasbourg en 1929. Je vais en parler tout de suite. Mais avant de parler de la thèse de Paul Lévy, je vais vous montrer sa photo de mariage en 1920 à Bouxwiller, le 6 mai 1920. Alors c'est une photo très intéressante parce qu'il y a la disposition rituelle des participants à la noce. Vous voyez sur la gauche de la photo, alors à côté de la mariée, vous voyez son père, bien sûr, Léon Veille, avec ses proches de Bouxwiller. Aux côtés de Paul Lévy, vous avez la belle-mère de Paul Lévy, c'est-à-dire la mère d'Élise Lévy. Elle s'appelait, je vais en parler tout à l'heure, elle s'appelait Ernestine Kahn. Puis la mère de Paul Lévy, Agathe Lévy. À droite, au second rang, à droite en second rang, oui, je les montre avec le pointeur. Ce sera plus, voilà, vous devez voir le pointeur. Ici, vous avez les frères d'Agathe Lévy. Agathe Lévy se trouve ici. Au-dessus d'elle, ses frères de Charles Berkheim, dont je parlerai tout à l'heure un peu. Vous avez de l'autre côté, au deuxième rang, les Kahn de Blisbruck et de Sarreguemines, qui sont ici, la génération d'Ernestine Kahn, ses frères et sœurs, et au-dessus encore, la génération d'après, ce sont tous des Kahn de Blisbruck et de Sarreguemines. J'en parlerai tout à l'heure, parce que c'était une famille très nombreuse. Voilà. Alors, ce mariage à Bouxwiller a eu lieu dans la synagogue de Bouxwiller, que vous voyez ici, qui est aujourd'hui devenu le musée judéo-alsacien, qui a été miraculeusement préservé des destructions nazies de la Seconde Guerre, et encore aussi miraculeusement préservé d'un projet de destruction pour un parking de supermarché. J'en parlerai quelques instants tout à l'heure. Voici une scène de mariage à Bouxwiller de 1923, c'est à peu près au même moment. C'était une petite tapisserie, broderie, qui se trouve au musée judéo-alsacien, où je crois reconnaître le mariage de Paul Lévy et d'Élise Veille en 1921. Alors, Paul Lévy et Élise Veille se sont installés, alors avec ma mère qui était née entre-temps, rue de l'Observatoire à Strasbourg, tout près de l'université. Vous voyez l'immeuble où ils ont vécu. Voici les photos de la famille Lévy vers 1930. Jardin botanique, qui était juste en face de chez eux, derrière l'université, Paul Lévy et ses 3 femmes, sa mère, Agathe Lévy, j'ai toujours le pointeur, son épouse, Élise Lévy, et ma chère mère, Marie-Rose Lévy, qui devait avoir 8 ou 9 ans à l'époque. Et j'ai inséré ici aussi une photo de Marc Bloch, le grand historien, et de sa fille Alice, Marc Bloch a sorti sa célèbre thèse qui inaugurait l'école des Annales au même moment.
et ils étaient les voisins de Paul Lévy dans le quartier. Ils se rencontraient à l'université, bien sûr, et je dirais que Paul Lévy, oui, Paul Lévy et Marc Bloch se connaissaient depuis leurs années d'études à Paris, parce qu'ils avaient suivi les mêmes cours à la Sorbonne en 1907 et 1908. Je dirais aussi, alors, j'en viens à la thèse de Paul Lévy, qui a été son grand œuvre, le grand œuvre de son époque à Strasbourg. Il a reçu le prix Gobert de l'Académie française, qui est un prix décerné entre guillemets au morceau le plus éloquent d'histoire de France. Alors, c'était un énorme travail, édité en 2 volumes, et que Paul Lévy a utilisé les méthodes de Ferdinand Bruno, c'est-à-dire qu'il sillonnait l'Alsace en tous sens à bicyclette pour faire parler les gens dans les villages, les écouter, prendre des notes et pour repérer l'histoire des frontières linguistiques. Et il a fait une carte de l'histoire des frontières linguistiques entre les dialectes germaniques et romans. Il connaissait tous ces dialectes et il a démontré qu'il y avait eu, en 1000 ans, il y avait très peu de déplacements de ces frontières linguistiques. C'était l'un des apports, entre autres, de sa thèse. Cette thèse a été rééditée d'ailleurs en 2004. Je crois qu'il y en a eu une autre depuis, je ne sais pas très bien. Alors, 1933, le nazisme commence à déborder en Alsace. Il y avait des mouvements fascistes qui se développaient. Et Paul Lévy, dans sa carrière universitaire, était fortement handicapé par son nom. Et il s'est fait nommer à Paris, au lycée Rollin. Il s'est installé avec sa famille au 2 square La Bruyère, c'est dans le bas du quartier Montmartre, près de l'église de la Trinité, où la famille restera cachée de 42 à 44, avec l'aide de la conseillère alsacienne, dont la loge se trouvait dans la dernière fenêtre de droite de cette photo, au rez-de-chaussée. J'en parlerai un peu tout à l'heure. Alors, Paul Lévy et Jacques Decour. Paul Lévy est d'abord le collège Rollin. Nommé au lycée Rollin donc en 1933, Paul Lévy était le doyen des professeurs d'allemand du lycée, et il y en avait une demi-douzaine. En 1937, il accueille un jeune et brillant agrégé, Daniel de Courdemanche, qui avait une petite trentaine d'années, qui s'était rendu célèbre par un violent brûlot anti-hitlérien qui faisait suite à 1 ou 2 ans qu'il avait passé à Magdebourg, en Allemagne. Il aide le jeune professeur à préparer sa thèse sur le romantisme allemand, jusqu'en mars 1942, où Daniel de Courdemanche a été arrêté par la police française, au moment où sortait le premier numéro de la presse universitaire résistante et clandestine des Lettres françaises. Le titre existe toujours. Daniel de Courdemanche donc, a été arrêté et fusillé au Mont-Valérien le 30 mai 1942, avec Jacques Solomon, Georges Politzer, qui étaient les cofondateurs des Lettres françaises. Si vous avez le loisir un jour de visiter le lycée Jacques Decour, au pied de la butte Montmartre, vous pouvez le visiter au moment des journées du patrimoine, en particulier, en septembre en général. Vous verrez dans le Grand Palois une fresque faite en 1950, inaugurée en 1950, d'ailleurs avec un discours de Paul Lévy, par Ferdinand, pardon, non, il y a un OK là, excusez-moi, cette réunion est enregistrée, merci Claire. La fresque d'Alfred Locke-Montel au Grand Parloir. Et sur cette fresque, vous pouvez reconnaître à droite, en bas, 2 professeurs, Fernand Cohen et Paul Lévy. Ils figurent tous les deux sur cette fresque. 2 professeurs, les 2 professeurs juifs qui ont été exclus de l'éducation nationale par les lois antisémites d'octobre 1940 et qui ont tous les 2 passé la guerre. Bon, je n'entre pas dans les détails. Je terminerai là-dessus en disant que c'est l'amitié de Paul Lévy et Fernand Cohen, qui datait bien sûr des années 1930, qui a été à l'origine de la rencontre de mes parents. Ils avaient tous les 2 été les élèves, les professeurs de mon père, Lucien Gaspard, qui a fait toute sa scolarité secondaire au lycée Rollin dans les années 1930. 1950, on est après la guerre.
Paul Lévy, Sérénité douloureuse, et Sérénité douloureuse en particulier, parce que on peut relever sur le mur des noms au mémorial de la Shoah une dizaine, une douzaine, je ne suis pas sûr de les avoir trouvés tous d'ailleurs, de cousins de la famille. J'en dirai encore quelques mots tout à l'heure à la fin de cette présentation. Alors, une vie de publication, Paul Lévy, après sa thèse de 1929, il a publié, je ne vous présente pas l'édition originale qui était de 1952, un monumental ouvrage sur l'histoire de la langue allemande en France, c'était toujours de la linguistique historique, depuis les origines. Il a publié ça en 1952 aux Presses universitaires de France, je crois, et cet ouvrage a été traduit et publié en allemand il y a quelques années par la professeure Barbara Kals de l'université de Fribourg. Voilà, vous voyez ces deux ouvrages publiés en Allemagne il y a 4 ou 5 ans. Ont été republiés également un ouvrage de causerie sur Radio Strasbourg. Paul Lévy avait été requis pour faire des causeries sur la langue et la littérature d'Alsace sur Radio Strasbourg. C'était le tout début de la radio en Alsace, entre 1929 et 1932. Et ces causeries ont été publiées par les dernières nouvelles d'Alsace, par écrit, en 1930 ou 31, et cette publication a été rééditée en allemand et en français il y a quelques années aussi, je crois que c'était en 2017, en 2018, quelque chose comme ça. Cette fois en deux langues, parce que en 1930, Paul Lévy faisait ses présentations uniquement en allemand. Pourquoi? Parce que les Alsaciens de 1930 étaient tous passés par l'école allemande et parlaient extrêmement mal le français. Bon, ça a beaucoup changé depuis, heureusement, on a maintenant une édition bilingue. Et la dernière publication de Paul Lévy, beaucoup de gens au cercle de Genève juifs la connaissent, Les noms des Israélites en France, histoire et dictionnaire, aux presses universitaires de France en 1962. Il y a eu plusieurs rééditions ensuite. Et cet ouvrage, une petite histoire, Paul Lévy avait commencé à y travailler depuis le milieu des années 1930, à Paris en particulier, mais aussi en Alsace, quand il y allait, souvent. Et il y avait donc 2 ou 3 cartons remplis de fiches pour préparer cet ouvrage, déjà avant l'arrivée des Allemands. Et ces cartons de fiches ont passé la période de l'occupation allemande dans la cave, sous un tas de charbon. Et Paul Lévy les a ressortis de son tas de charbon à la Libération pour retravailler et terminer finalement ce dernier ouvrage. Voilà, je vais passer, je finis maintenant avec Paul Lévy pour parler de son ascendance maternelle. Les Lévy de Sarah Berkheim. J'en ai parlé beaucoup dans un article de généalogie qui s'appelle Mémoire d'un plat d'étain, qui date de 2020, qui est assez récent, je crois, 2023. Voilà. Alors, ce plat d'étain, vous le voyez en haut, sur ce vaisselier. C'est le vaisselier d'origine depuis la fin du XVIIIe siècle. C'était toute une vaisselle du Seder, de la Pâque juive, qui a descendu les générations jusqu'à moi. Je vais vous montrer. Voilà. Alors, je vais d'abord vous parler du plat lui-même, qui raconte ses mémoires dans cet article. Alors, c'est un plat du Seder, que vous voyez sur cette image, dont la gravure centrale est extrêmement intéressante, parce que je suis enclin à y voir, ce n'est qu'une hypothèse bien sûr, une photographie d'avant la photographie. Cette gravure date de la fin du XVIIIe siècle, comme le plat lui-même, qui était peut-être plus ancien, parce que quelquefois, les plats du Seder étaient utilisés par la même famille avant d'être gravés. Quand il y avait de l'argent pour les faire graver, ça coûtait cher à l'époque. Alors, j'ai retrouvé dans l'extrait du dénombrement des Juifs, le dénombrement des Juifs d'Alsace de 1784, que beaucoup d'entre vous connaissent au groupe Alsace-Lorraine, la famille numéro 14 de Sarah Berkheim, dont le chef était le rabbin Moïse Meyer, son épouse Gutel, que je suis enclin à voir sur la gauche de la gravure. Ils avaient 4 fils, Lehman, Abraham, Isaac et Lippmann, que je suis enclin à reconnaître dans les 4 garçons. Ils avaient 2 filles, bon, qui ne sont pas représentées sur la gravure, mais bon, je n'en dis pas plus. Mais alors, il y avait aussi dans cette famille le beau-père du rabbin, qui était veuf et âgé, et son fils, Joseph Meyer-Lévy, dont je suis le descendant. En fait, je ne suis pas le descendant du rabbin, je suis le descendant de ce Joseph Meyer-Lévy,
qui vivaient dans la même maison. Voilà. Alors, je suis enclin aussi à penser que c'est une photographie d'avant la photographie, parce que je suis en possession également de cette lampe du Shabbat du 19e siècle, pardon, de la fin du 18e siècle, qui n'a jamais quitté le plat du Seder et toute la vaisselle du Seder sur son vaisselier, dont vous voyez que on a la représentation absolument exacte sur la gravure du plat du Seder. Alors, ce plat d'étain, je me suis amusé à reconstituer sa transmission sur 6 générations, depuis ce Joseph Mayer-Lévy, que vous voyez tout en haut à gauche, là-haut, avec son épouse Rachel Lang. Ils sont mariés en 1789 avec une autorisation royale. Je n'en dis pas plus, c'était les lettres patentes de 1784. J'ai également l'autorisation royale du mariage signé de Louis XVI. Et donc, ce plat d'étain a descendu, est passé ensuite à la génération de Lazarus Lévy, le fils de Joseph Mayer, à Joseph Lévy, qui était le grand-père de Paul Lévy, et son épouse Marianne. Paul Lévy a bien connu son grand-père, mort très âgé, chez sa mère d'ailleurs, à Wissembourg. Léopold et Agathe Lévy, les parents de Paul Lévy, puis Paul Lévy et Élise Veil, que vous avez vu tout à l'heure, puis mes parents, ma mère Marie-Rose Lévy, qui a hérité, et ensuite moi, avec ma chère sœur. Voilà, alors nous avons retrouvé la maison Lévy de Charles Berkheim, construite vers 1760 par le rabbin Moïse Meyer, qui communiquait depuis sa construction avec la synagogue du village construite au même moment, juste derrière. Juste en face, en dessous, une boulangerie qui appartient aujourd'hui à la famille Mahon. La famille Mahon étant d'ailleurs également propriétaire de la maison Lévy, juste en face. Le fils du boulanger, Florian Mahon, est un jeune historien et généalogiste qui a étudié à Strasbourg, qui a co-signé l'article avec moi parce que sans lui, je n'aurais ni pu retrouver les maisons, ni tous les éléments qui figurent dans cet article. Voilà. Donc un grand merci à Florian Mahon qui peut-être nous écoute, je ne sais pas encore, sinon il écoutera certainement l'enregistrement. Je vais terminer avec les vies de Scherbenheim. J'ai une image parasite sur mon... Voilà. Alors, pour en savoir plus, vous pouvez reporter à Généalogie numéro 155, Mémoire d'un plat d'étain. Je finis en présentant la première photo de mon ascendance qui existe, c'est celle de Joseph Lévy, le grand-père de Paul Lévy. Et Agathe, de la même époque, Agathe Lévy, la mère de Paul Lévy, était donc la fille de Joseph Lévy. C'était les premières photos réalisées à Strasbourg vers 1870. C'était le tout début de la photo dans les familles. Et vous voyez également les tombes de Joseph et Marianne Lévy, son épouse, au cimetière juif de Wissembourg, décédés en 1903 et 1902. Ils ont terminé leur vie chez Agathe Lévy à Wissembourg, dans une maison que je ne vous montre pas malheureusement, ça vaudrait la peine, mais on ne peut pas tout faire. Et si vous voulez en savoir encore plus, alors ça c'est, j'espère pour bientôt, j'en ai parlé déjà un peu avec Joël Alouche, nous avons 2 projets d'articles avec Florian Mahon, spécialiste de l'histoire juive, de l'histoire de Charles Berkham en général et de l'histoire juive en particulier. Alors 3 frères Lévy américains. Ça c'est un détail de la photo de mariage que vous avez vu tout à l'heure, de 1920. Vous voyez en bas à gauche Agathe Lévy, la mère de Paul Lévy, et les 3 hommes au-dessus sont les 3 oncles de Paul Lévy, qui s'appelaient Moïse, Martin et Mathieu, mais celui de droite n'est pas Mathieu lui-même, vous voyez qu'il est plus jeune, en fait c'est le fils de Mathieu, qui s'appelait d'ailleurs Paul Lévy, lui aussi, mais qui s'est fait appeler toute sa vie Paul Sasportas, du nom de sa mère, séfarade, qui était américaine d'origine. Et ce Paul Sasportas était un bijoutier joaillier assez connu à Paris dans l'entre-deux-guerres. Voilà, donc 3 frères Lévy américains, leur histoire est très intéressante parce qu'ils sont émigrés aux États-Unis pendant l'été 1871, au moment où beaucoup de juifs alsaciens n'ont pas voulu de jeunes juifs alsaciens n'ont pas voulu devenir allemands, et ils sont partis soit en France, soit en Allemagne, soit aux États-Unis.
Et eux sont partis aux États-Unis pendant l'été 1871 et ils sont revenus, tous les trois, après des fortunes diverses, dans les années 1890. Martin Lévy est revenu très riche. Je parlerai peut-être un petit peu de lui tout à l'heure. Euh, Alors, pardon? Pardon, tout à l'heure, il te reste quelques minutes. Rappelle-toi que Oh là là, oh là là, oh tu là avais là. 40 minutes. Tu Bon, avais je vais 40 accélérer. minutes, hein. Alors, l'assassin Paul Lévy de Molsheim, c'est une nouvelle policière en cours de préparation, hein, sur sur un Paul Lévy qui était un cousin de Paul Lévy, qui a assassiné son père, sa femme et sa fille pendant l'Exode en 1940. Une histoire affreuse. Je m'arrête donc là-dessus. Je passe à la suite. Je vais aller très vite. L'éveil de Buxwiller. Alors, je vais essayer d'aller extrêmement vite, bien sûr. Il ne reste que quelques minutes. Excusez-moi, il faut que je retrouve. Voilà. Voilà. Alors, l'éveil de Buxwiller. Alors, voici ma jeune mère au premier plan, tout en blanc, en 1926, avec sa poupée, avec sa famille, Léon Veil, son grand-père, Paul Lévy et Lélie Lévy derrière, son oncle et des tantes, Ernestine Kahn, sa grand-mère. Et Paul Lévy et Lélie Lévy pendant ses vacances. Léon Veil devant sa boutique rue des Seigneurs à Bouxwiller, ici avec son épouse Ernestine Kahn, donc mon arrière-grand-mère. Et voici la cour de la maison Veil à Bouxwiller, qui était une énorme maison où habitait le rabbin. À gauche, ces maisons étaient propriétaires du père de Léon Veil déjà au XIXe siècle. Et la maison à gauche était traditionnellement la maison du rabbin, le grand rabbin Ernest Veil, qui a vécu là et qui a eu ses enfants ici, et en particulier son fils, le docteur Joseph Veil, qui a été élevé avec ma grand-mère Élise Veil, Élise Veil, vers 1900 et qui est devenu le responsable de l'OSE en zone sud pendant l'occupation allemande, qui a été le plus grand sauveteur d'enfants juifs pendant l'occupation allemande. Il était un proche de mes grands-parents, Paul Lévy et Élise Veil, depuis l'enfance d'Élise Veil. Il a été leur médecin à Strasbourg dans les années 1920. Alors, le dernier été au pays des ancêtres Veil, 1938, vous avez d'abord la mort d'Ernestine Veil, puis de son fils Lucien, qui est le père d'Ettendorf. Vous voyez ici Gilbert Veil, le fondateur du musée judéo-alsacien en 2015. Il nous a quittés récemment. Il nous a quittés récemment. Il avait été le fondateur. Et ça, il m'a raconté, et raconté sur un CD d'ailleurs qu'on peut trouver au musée, déporté avec toute sa famille par la Wehrmacht en 1940, parce qu'en 1940, toutes les communautés juives d'Alsace subsistantes ont été détruites par les nazis. Et après la guerre, il ne restait plus de juifs en Alsace. Il en est revenu quelques-uns quand même, mais pas beaucoup. Alors, les Kahn de Glissbruck et Sarreguemines, donc branche maternelle de Paul Lévy, Lyon Kahn et Rose Samuel, que vous avez vu tout à l'heure sur l'arbre du Plat d'Étain, vécurent dans cette maison à Glissbruck. Ils y élèvent 7 enfants. Lyon Kahn, d'abord boulanger à Glissbruck, s'engage dans le commerce des chaussures à Sarreguemines. Voilà leur tombe à Frauenberg, en Moselle. Merci à mes cousins Kahn qui ont restauré ces 2 tombes. Ils nous écoutent peut-être en ce moment. Voici les 7 enfants de Lyon Kahn et Rose Samuel, qui s'appelaient Léopold, Clémence, Ernestine, la troisième, mon arrière-grand-mère, David, dont je vais parler, Florentine, Isidore, aîné, et Esther, qui a été la première à mourir en 1911, avant Isidore en 1917. Voici Isidore Kahn, David Kahn, qui ont développé le commerce paternel de chaussures à Sarreguemines. Voici vers 1900 la boutique de Sarreguemines de David Kahn. À noter qu'elle est écrite en 2 langues, en allemand et en français. La Lorraine était toujours allemande à l'époque. Isidore Kahn, lui, fonde le plus grand magasin de chaussures à Strasbourg, place du Vieux Marché au Vin à Strasbourg. Vers 1900. Il était ce magasin, vous voyez, avec Isidore orthographié à l'allemande, mais il était très anti-allemand. Il avait des amendes tout le temps parce qu'il refusait de parler allemand. Sa publicité est quand même en allemand, mais il rayait le E sur le G publicité pour bien montrer qu'il tenait à l'orthographe française. Voici Isidore Kahn avec ses 2 filles, Palmyre et Alice, vers 1890.
En 1906, Isidore Kahn marie sa fille Palmyre à un commerçant séfarade. C'était la première fois que ça arrivait. Depuis toujours, il était vraiment anticonformiste. Il a marié sa fille à un commerçant séfarade qui s'appelait Cerf Mendes France, qui est devenu en 1900, en 1900, en 1906, en 1907, pardon, le père d'un certain Pierre Mendès France, que vous voyez bébé sur cette photo, avec sa grand-mère et sa mère. Alors, gloire de la famille, Pierre Mendès France, dit PMF, élu député de Louviers en 32, ministre de Léon Blum en 36 et 38. Voici un arbre généalogique de la main de Pierre Mendès France, réalisé en 1939, qui sont dans ses archives à l'Alliance israélite universelle. Je les ai trouvés dans la bibliothèque. Malheureusement, la bibliothèque, comme vous savez, a immigré dans une lointaine banlieue où c'est très difficile d'aller la voir. Les cousins disparus en exportation, ici, il y a les Solovici et les Stam, sont de la famille des deux sœurs de Pierre Mendès France. Alors, une mention à deux cousins très proches de ma mère, qui étaient ses grands amis d'enfance, leur image en 1927, déportés d'Angers à Auschwitz le 20 juillet 42 et morts quelques semaines plus tard. Et je porte leur prénom, tous les deux, je m'appelle Michel Jean-Raymond. Gloire de la famille, j'y reviens, Pierre Mendès France, IPMF, emprisonné par Vichy en 1941, en même temps que Jean Zay, Georges Mandel, quelques autres. L'ex-député juif Mendès France s'évade de sa prison, et ici, à sa photo, cavale vers la Suisse. 1942, il est à Londres, où le général de Gaulle envoie en mission à New York, où il retrouve sa femme et ses deux fils. 1943, officier navigateur au groupe de bombardement Lorraine. À gauche, son successeur comme navigateur des bombardiers, qui s'appelait Romain Gary. Voilà. Et Pierre Mendès France a été rappelé par De Gaulle à la fin de l'année 1943 à Londres. Bouvier, octobre 1944, ministre de Gaulle. C'était la libération. La guerre n'était pas terminée. Conférence de Bretton Woods, juillet 1944, où il représentait la France aux côtés de John Maynard Keynes, l'un des plus grands économistes, pour moi le plus grand. Oui, je dois terminer. Je termine, Claire. Voilà, je termine avec Marie-Rose et Lucien Gaspard, un bref hommage. Réception clandestine pour leur fiançailles le 24 décembre 1943 au Square La Bruyère. Tout volet fermé, tout rideau tiré. 24 décembre 1943, c'était pas trop dangereux parce que la Gestapo fêtait Noël aussi de son côté. Cerf et Palmyre Mendès France sont venus à cette réception clandestine, pourchassés par toutes les armées, par toutes les polices, françaises et allemandes, avant de passer en Suisse quelques jours plus tard pour se réfugier. Voilà. Marie-Rose Lévy et Lucien Gaspard se rencontrent en 1941 à l'orphelinat Rothschild, enseignement bénévole d'un groupe d'orphelins. Et vous voyez ici une plaque mémoriale, 7 rue de Lambardi, où se trouvait l'orphelinat. Une bonne vingtaine de leurs élèves ont été déportés et assassinés dans les camps d'extermination, qui étaient Auschwitz et un ou deux autres. Voilà. Pour en vous savoir plus, histoire d'une lettre, généalogie, et aussi une histoire de l'époque de la rencontre de mes parents, qui se marieront en janvier 1945. Et je termine ici. Merci de votre attention. Vous voyez mon portrait. J'ai terminé. Merci Michel. Merci de nous avoir fait rencontrer tes ancêtres, ta famille proche et étendue. Tu as cité énormément de noms. Tu as cité par exemple Romain Gary. Rappelons qu'il est né Roman Katchev, Oui. de la Pologne. Tu as cité également Bloch, l'historien, qui avec Lucien Febvre a fondé les Annales. Il faut rappeler que Grand Résistant a été exécuté par la Gestapo le 16 juin 1944. Absolument. Alors,